Avant de devenir cette puissance colossale unissant deux peuples, la Pologne n'était qu'une légende. L'histoire de trois frères, en quête d'une terre où fonder leur nation, comment, en l'espace de quelques siècles, une mosaïque de tribus slaves a-t-elle pu donner naissance à la République des deux nations, l'un des États les plus vastes et les plus singuliers de toute l'Europe. C'est le récit d'une transformation radicale, une histoire où le mythe rencontre la géopolitique, où la foi devient une arme et où des choix audacieux forgent le destin d'un peuple pour les siècles à venir. On va remonter le temps ensemble aujourd'hui dans le podcast du Double K, à une époque où le nom même de Pologne n'existait pas encore, pour découvrir les origines extraordinaires d'un pays qui, tel un phénix, a su renaître de ses cendres maintes et maintes fois. Je vous laisse donc imaginer une immense plaine au cœur de l'Europe, une terre sans frontières naturelles bien définie, un carrefour pour les peuples, les armées, les idées. Au début du Moyen Âge, ce territoire est un véritable puzzle de clans slaves vivant sous la menace constante de voisins bien plus puissants et organisés. Il n'y a pas d'État unifié, pas de roi, pas de destin commun qui se dessine. Et pourtant, de ce chaos apparent va émerger une puissance qui rivalisera avec le Saint-Empire romain germanique, qui repoussera les invasions mongoles et qui créera un modèle politique unique en son genre. Le voyage de la Pologne, de la légende à la République, ce n'est pas juste une liste de batailles et de rois, c'est l'histoire de comment une identité se forge par la seule force de la volonté, de la stratégie et d'une soif inextinguible de liberté. Comme on le sait, toute grande nation commence par un mythe et la Pologne ne déroge pas à cette règle. Le récit fondateur, celui que l'on se transmet, est celui de ses trois frères, Ler, Tcher et Rousse. La légende, elle va raconter qu'un jour, partis chasser, ils se séparèrent. Tcher partit vers l'ouest pour fonder la nation tchèque. Rousse se dirigea vers l'est, donnant naissance au peuple de la Ruthénie. Mais Ler, lui, continua vers le nord. Et là, au cœur d'une forêt, il tomba sur une vision saisissante, un majestueux aigle blanc, niché au sommet d'un chêne, se détachant sur le ciel rouge du soleil couchant. Voyant là un signe des dieux, Ler décida de s'établir ici. Il appela ce lieu Gniezno, du mot polonais Gniazdo, le nid, et l'aigle blanc sur fond rouge devint l'emblème éternel de la Pologne. Évidemment, c'est une légende, une belle histoire pour souder un peuple. La réalité historique est plus complexe, mais tout aussi fascinante. Avant le Xe siècle, la région était peuplée par une multitude de tribus slaves, parmi elles les Vislanes, près de Cracovie, les Mazoviens et surtout les Polanes. C'est ce peuple, installé dans la région de la Grande Pologne, autour des places fortes de Gniezno et Poznań, qui va peu à peu dominer ses voisins et donner son nom au pays, Polska, la terre des Polanes. Les vieilles chroniques parlent de chefs semi-légendaires de la dynastie Piast, mais le premier souverain a réellement marqué l'histoire. Le véritable architecte de l'État polonais s'appelle Mieszko Ier. Arrivé au pouvoir vers 960, Mieszko hérite d'un duché païen pris en étau. À l'ouest, le Saint-Empire romain germanique, chrétien et expansionniste, qui considère les terres slaves comme des territoires à conquérir et à convertir. À l'est et au sud, d'autres principautés slaves, déjà chrétiennes. Mieszko est alors face à un choix existentiel. Comment survivre et unifier son peuple face à une telle pression? Comment éviter que son duché ne soit tout simplement dévoré par des voisins qui justifieraient leur invasion par une mission religieuse? La survie même de son État naissant reposait sur une décision radicale. Et la solution de Mieszko fut un peu une sorte de coup de génie politique. En 966, il prit une décision qui résonne encore aujourd'hui. Il se fit baptiser. Ce n'était pas qu'une simple conversion personnelle, c'était un acte géopolitique majeur. Et pour ne pas paraître se soumettre à ses voisins germaniques, il choisit de recevoir le baptême via l'église de Bohême, scellant l'alliance par son mariage avec la princesse chrétienne tchèque Dubravka.
D'un coup, le statut de la Pologne changea, de territoire païen bon à conquérir, elle devint un royaume chrétien, un membre de la famille européenne. On ne pouvait plus attaquer sous prétexte de conversion. Mieszko plaça son État sous la protection directe du pape à Rome, se trouvant ainsi un allié puissant et lointain pour faire contrepoids à l'empereur germanique. Le baptême devint alors un outil d'unification. Il permit de cimenter les tribus sous une seule foi et une seule autorité, celle du duc. L'arrivée du clergé, lettré et organisé, aida à bâtir les fondations d'un État moderne avec une administration et des lois écrites. Le pari de Mieszko fut une réussite totale. Il repoussa les invasions germaniques, notamment à la bataille de Cédénia en 972, et étendit son territoire. À sa mort, en 992, il ne laissait pas une confédération de tribus, mais plutôt un État polonais unifié, chrétien et reconnu en Europe. Le problème de la survie était ainsi réglé. Le terrain était prêt pour son fils, un homme encore plus ambitieux, qui allait transformer ce duché en royaume. Cet héritier, c'était donc Bolesław Ier, surnommé Robré, le Vaillant, et il ne perdit pas de temps. Son plus grand coup diplomatique se produisit en l'an 1000 au congrès de Gniezno. L'empereur du Saint-Empire, Otton III, qui rêvait d'un empire chrétien universel, fit un pèlerinage sur la tombe de saint Adalbert à Gniezno, un missionnaire que Boleslas avait fait racheter au poids de l'or après son martyre. À Gniezno, l'empereur fut ébloui par la richesse et la puissance de Boleslas. Impressionné, Otton III posa son propre diadème impérial sur la tête de Boleslas et le reconnut comme un frère et coopérateur de l'Empire. Plus important encore, il approuva la création d'un archevêché polonais indépendant à Gniezno. La Pologne n'était plus soumise à l'Église germanique, son indépendance était consacrée. Même si les relations se tendirent avec le successeur d'Otton, Boleslas avait gagné. En 1025, juste avant de mourir, il saisit sa chance et se fit couronner premier roi de Pologne. Le duché était officiellement devenu un royaume. Le couronnement de Boleslas en 1025 était une étape majeure, mais la route vers la puissance était encore longue et semée d'embûches. Les siècles suivants furent une véritable épreuve de force pour ce jeune royaume. Le premier grand défi vint tout d'abord de l'intérieur. En 1138, le roi Boleslas III commit une erreur en divisant le royaume entre ses fils dans son testament. Il voulait éviter des guerres de succession, mais il provoqua exactement l'inverse. C'est le début d'une période de 2 siècles de fragmentation, le pouvoir central s'effondra, et la Pologne se divisa en une multitude de petits duchés rivaux. Le pays était désuni et donc vulnérable. C'est dans ce contexte de faiblesse qu'une nouvelle menace mortelle apparut au nord. Au début du XIIIe siècle, un duc polonais, excédé par les raids des tribus prussiennes païennes, prit une décision aux conséquences désastreuses. Il invita l'ordre des chevaliers teutoniques à l'aider. Ces moines soldats, forgés par les croisades, étaient une machine de guerre redoutable. Ils acceptèrent l'invitation, évidemment, mais leurs ambitions allaient bien au-delà. En quelques décennies, ils ne se contentèrent pas de soumettre les Prussiens, ils les massacrèrent et fondèrent leur propre État sur la côte baltique. Cet État, militarisé et agressif, devint une épine dans le pied de la Pologne, lui coupant son accès à la mer et menaçant constamment ses frontières. Fragmentée, la Pologne ne pouvait rien faire. La réunification du royaume à la fin du XIIIe siècle, sous des rois comme Casimir III le Grand, redonna de la force au pays. Casimir fut certes un souverain exceptionnel qui renforça l'économie, fonda l'université de Cracovie en 1364 et couvrit le pays de châteaux. On disait de lui qu'il avait trouvé une Pologne de bois et l'avait laissée de briques. Mais le problème teutonique restait entier, et à la mort de Casimir, un nouveau défi apparut, il n'avait pas de fils. La couronne passa à sa plus jeune fille, Edwige, en 1384.
À seulement 10 ans, elle fut couronnée non pas reine, mais roi de Pologne, pour bien montrer qu'elle était la monarque, pas l'épouse d'un monarque. La noblesse polonaise devait maintenant lui trouver un mari, un mariage qui déciderait de l'avenir du royaume, et c'est là qu'intervient le deuxième coup de génie de l'histoire polonaise. La solution ne vient pas de l'Ouest, mais de l'Est. Le candidat choisi fut Jogaila, le grand-duc de Lituanie. La Lituanie était alors le dernier grand État païen d'Europe, un immense territoire s'étendant de la Baltique presque à la mer Noire, lui aussi harcelé par les chevaliers teutoniques. En 1385, l'union de Crévaux fut signée. Jogaila accepta de se convertir au catholicisme avec toute sa nation, d'épouser la jeune Edwige et de devenir roi de Pologne. En échange, les deux nations uniraient leurs forces. Ce n'était pas une fusion, mais une union personnelle. Jogaila, baptisé Ladislas II Jagiellon, devint roi de Pologne tout en restant grand-duc de Lituanie. La dynastie des Jagiellons était née. Cette union changea un peu tout. Les chevaliers teutoniques ne pouvaient plus justifier leurs attaques par une croisade, la Lituanie étant devenue chrétienne. Et surtout, la puissance militaire combinée de la Pologne et de la Lituanie créait une force capable de les affronter. La confrontation finale eut lieu le 15 juillet 1410, près du village de Grunwald. L'armée polono-lituanienne, dirigée par le roi Ladislas et son cousin Vytautas, fit face à l'élite de la chevalerie teutonique. Ce fut l'une des plus grandes batailles de l'Europe médiévale. La bataille fut brutale. À un moment, le grand maître teutonique lui-même mena une charge qui faillit tout emporter, mais la contre-attaque fut décisive. L'armée teutonique fut écrasée, le grand maître et presque tout son état-major furent tués. La défaite était totale. Grunwald ne détruisit pas l'État teutonique d'un seul coup, mais brisa sa puissance militaire pour toujours. C'était un tournant. La menace était neutralisée. L'union polono-lituanienne s'imposait comme la puissance dominante de la région. La voie était libre pour que cette alliance stratégique se transforme en quelque chose de bien plus durable. La victoire de Grunwald avait donc soudé l'alliance, mais cette union restait dépendante du roi qui portait les deux couronnes. Donc comment transformer cette alliance de circonstances en une structure politique pérenne? La réponse est simplement venue au XVIe siècle, l'âge d'or de la Pologne, une période de prospérité, d'effervescence culturelle, l'époque de Copernic. C'est dans ce climat de confiance que le dernier roi de la dynastie Jagellon, Sigismund II Auguste, qui n'avait pas d'héritier, décida de pérenniser l'union. Il craignait qu'à sa mort, tout ne s'effondre. Après de longues négociations, le 1er juillet 1569, les parlements des deux nations se réunirent à Lublin et signèrent un traité historique. L'union de Lublin ne liait plus seulement les deux États par leur roi, il créait une nouvelle entité, la République des deux nations. Cet État, en fait, était une création politique unique en Europe. La Pologne et la Lituanie gardaient leurs propres lois, armée et administration, mais partageaient un monarque élu, un parlement commun, la Sejm, et une politique étrangère commune. C'était une république aristocratique, une monarchie élective qui s'étendait de la Baltique aux steppes d'Ukraine. À son apogée, c'était d'ailleurs l'un des pays les plus vastes et peuplés d'Europe. Son système politique reposait sur la liberté dorée, l'ensemble des privilèges de la noblesse, la Szlachta. Cette noblesse était très nombreuse, près de 10% de la population, et tous ses membres, du plus riche magnat au plus humble gentilhomme, étaient théoriquement égaux. Concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire? D'abord, le roi était élu. À chaque succession, toute la noblesse se rassemblait pour choisir le nouveau monarque. Le roi n'était pas un souverain absolu, mais un premier parmi ses pairs. Comme le disait le chancelier Jan Zamoyski, Rex regnat et non gubernat, le roi règne, mais ne gouverne pas. Ensuite, le vrai pouvoir appartenait au Parlement, la Sejm. Le roi ne pouvait ni lever d'impôts, ni déclarer la guerre sans son accord, un principe gravé dans le marbre par la Constitution Nihil Novi, rien de nouveau, de 1505. Enfin, il y avait ce liberum veto. Ce droit permettait à un seul député, en criant «Je ne permets pas», de bloquer toute la session parlementaire et d'annuler toutes les lois votées.
Pensé comme une protection contre la tyrannie, ce droit allait devenir, des siècles plus tard, la cause de la paralysie et de la chute de la République. Mais à l'époque, le système fonctionnait, la République était une puissance formidable et aussi un havre de tolérance dans une Europe déchirée par les guerres de religion. La Confédération de Varsovie de 1573 garantissait une liberté de culte quasi totale, faisant de la Pologne un refuge pour de nombreuses minorités. L'Union de Lublin était donc l'aboutissement de ce long processus de la mosaïque de tribus de Mieszko. La Pologne était devenue un royaume puissant, puis une république unique en son genre, un empire multiculturel bâti sur un idéal de liberté. La naissance de la Pologne était achevée, son âge d'or pouvait commencer. De la légende d'un aigle blanc à la création de la gigantesque République des deux nations, l'histoire de la naissance de la Pologne est une véritable épopée. Elle nous montre comment une collection de tribus a pu, par des décisions audacieuses, devenir un acteur majeur en Europe. Deux moments ont tout changé. Le baptême de Mieszko en 966, qui a ancré la Pologne à l'Occident, et l'union avec la Lituanie en 1385, qui lui a donné la masse critique pour devenir une grande puissance. L'union de Lublin en 1569 a ensuite créé cette construction politique fascinante, cette république nobiliaire qui était un modèle de tolérance. Mais comme souvent, le germe de la destruction se trouvait dans ce qui faisait sa plus grande force. Cette liberté dorée, si chère à la noblesse, portait en elle les risques de l'anarchie. Le liberum veto, ce bouclier ultime contre la tyrannie, allait devenir une arme d'autodestruction, rendant la République incapable de se réformer face à la montée en puissance de ses voisins bien plus centralisés, la Russie, la Prusse et l'Autriche. Avec tout ça, la gloire de la République des deux nations n'allait pas durer. Son histoire ne s'arrête pas là. Elle continue avec des invasions terribles, des rois guerriers et finalement une tragédie, sa disparition pure et simple de la carte de l'Europe pendant plus de 100 ans. Mais ça, c'est une autre histoire, ce sera pour une prochaine fois. Si vous ne voulez pas manquer la suite et découvrir comment cette puissance a pu s'effondrer, abonnez-vous et activez les notifications. En attendant, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette histoire? La légende de l'aigle blanc, le baptême stratégique de Mieszko ou la création de cette incroyable République des deux nations? J'ai hâte de vous lire, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'histoire. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée. Biegonia, à très bientôt, do zobaczenia.